De John Wayne qui a enterré 26 corps dans un vide sanitaire, à Harold Shipman qui a caché une grande quantité de morphine et de diamorphine dans un sac en plastique, ces découvertes révèlent l'esprit tordu et la vie obscure de ces tueurs en série, brossant un tableau terrifiant de leurs actes malveillants. Commençons par Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, l'un des tueurs en série les plus tristement célèbres de l'histoire américaine, a choqué le monde entier non seulement par ses crimes odieux, mais aussi par les découvertes macabres faites dans son appartement lors de son arrestation en 1991. Lorsque la police de Milwaukee est entrée dans l'appartement de Dahmer, elle n'était pas préparée à la scène cauchemardesque qui l'attendait. Le premier indice des horreurs qui se cachait dans l'appartement de Dahmer est apparu lorsque la police a remarqué une odeur nauséabonde émanant du logement. En entrant, ils ont découvert un réfrigérateur contenant des restes humains, notamment des têtes coupées et d'autres parties du corps. En plus des restes humains, les enquêteurs ont trouvé des photographies documentant les actes macabres de Dahmer. Ces images montraient les victimes à différents stades de démembrement, fournissant un témoignage visuel terrifiant de ces crimes. La découverte la plus choquante fut peut-être le grand tonneau bleu trouvé dans la chambre de Dahmer. Le tonneau contenait les restes en décomposition de 3 victimes qui avaient été démembrées et dissoutes dans de l'acide. Une enquête plus approfondie révéla les tentatives de Dahmer de créer une sorte de zombie, une personne vivante qui serait sous son contrôle total. Il a admis avoir percé des trous dans le crâne de certaines de ses victimes et leur avoir injecté de l'acide ou de l'eau bouillante dans le cerveau, dans un effort vain pour réaliser ce fantasme tordu. Au total, les restes de 17 victimes différentes ont été retrouvés dans l'appartement de Dahmer, chaque découverte étant plus horrible que la précédente. Ce que la police a trouvé dans la maison du prochain homme sur la liste vous laissera sous le choc. John Wayne Gacy. En décembre 1967, Gacy a plaidé coupable de sodomie orale. Sa femme a divorcé et il a été condamné à une peine de prison. Après avoir purgé moins de 2 ans, Gacy a été libéré et a cherché à reconstruire sa vie. Il s'est marié une 2e fois et a emménagé dans une nouvelle maison au 8213 West Somerdale Avenue à Norwood Park, Chicago. Entre 1972 et 1976, Gacy a attiré au moins 33 jeunes hommes et garçons chez lui, sous prétexte de leur offrir un emploi à temps partiel. Une fois à l'intérieur, il les a soumis à des tortures inimaginables et les a finalement assassinés. En décembre 1978, l'enquête policière sur John Wayne Gacy a pris un tournant décisif. Plusieurs adolescents se sont présentés pour accuser Gacy d'agression sexuelle. Ces témoignages ont incité les autorités à obtenir un mandat de perquisition pour son domicile situé au 8213 West Somerdale Avenue. Ce que la police a découvert à l'intérieur dépassait les pires cauchemars. En fouillant la propriété, les policiers ont découvert un vide sanitaire sous la maison. L'air était imprégné d'une odeur nauséabonde et ils n'ont pas tardé à découvrir le premier d'une longue série de corps. Au total, 26 corps ont été retrouvés enterrés dans le vide sanitaire. 3 autres ont été découverts sur la propriété voisine et quelques autres ont été retrouvés dans la rivière des Plaines, toute proche où Gacy les avait jetés. Le nombre impressionnant de victimes a choqué la nation et plongé la communauté dans l'incrédulité et l'horreur. John Wayne Gacy a été arrêté et a rapidement avoué les meurtres. Il a affirmé avoir tué 33 jeunes hommes et garçons entre 1972 et 1976. Malgré ses tentatives pour plaider la démence, Gacy a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à mort en 1980. Contrairement à Gacy qui a avoué son crime, l'enquête sur la prochaine femme de la liste reste sans conclusion à ce jour. Belle Gunness. Belle Gunness, une veuve apparemment innocente vivant à La Porte, dans l'Indiana, cachait un terrible secret. En mai 1908, un incendie dans sa ferme révéla une vérité macabre. Elle était l'une des tueuses en série les plus notoires des États-Unis. La découverte de corps enterrés et d'un cadavre décapité a choqué la nation. Ray Lamphere, l'employé de Belle, était épris d'elle et l'aidait à se débarrasser des corps. Lorsque Ray est devenu une menace en raison de son obsession, Belle l'a accusé de ses crimes. Quelques jours avant l'incendie, Belle a rédigé un testament dans lequel elle exprimait sa crainte pour sa vie. Après l'incendie, les autorités ont trouvé un corps décapité qu'elle pensait être celui de Belle. Mais son sort réel reste incertain. Une enquête ultérieure a révélé les restes de nombreuses victimes sur sa propriété. En 2008, une tentative d'utiliser l'ADN pour confirmer l'identité de Belle n'a pas été concluante, laissant sans réponse la question de savoir si elle est morte dans l'incendie ou si elle s'est échappée pour continuer ses crimes. Belle a commis son crime mortel dans sa ferme, mais le suivant sur la liste a commis ses actes dans un endroit appelé le Château du Meurtre. H. Holmes. Dans la ville animée de Chicago, au milieu de l'effervescence de l'exposition universelle de 1893,
Un bâtiment en apparence ordinaire se dressait à l'angle de la 63e rue et de Wallace Street. Il s'agissait du Château du Crime, un bâtiment de 3 étages qui allait devenir tristement célèbre pour les horreurs qu'il renfermait. Commandé par H. H. Holmes, le bâtiment était destiné à servir d'hôtel pour les visiteurs de l'exposition, mais son véritable objectif était bien plus sinistre. Les victimes de Holmes, souvent de jeunes femmes attirées par des promesses d'emploi ou de logement, se retrouvaient piégées dans ce labyrinthe. Une fois à l'intérieur, elles étaient à la merci de l'ingéniosité diabolique de Holmes. Certaines pièces étaient équipées de conduites de gaz, permettant à Holmes d'asphyxier ses victimes à volonté. Ces chambres hermétiques étaient insonorisées, garantissant qu'aucun appel à l'aide ne puisse être entendu. Holmes avait également installé des toboggans menant directement au sous-sol. Après avoir assassiné ses victimes, il se débarrassait de leurs corps en les envoyant dans ces toboggans. Le sous-sol lui-même était une maison des horreurs, remplie d'instruments chirurgicaux, de cuves d'acide et de fosses de chaux vives. Holmes utilisait ces outils pour disséquer et détruire les restes, ne laissant aucune trace de ces actes horribles. L'une des découvertes les plus terrifiantes dans le sous-sol était un grand fourneau que Holmes utilisait pour incinérer les corps. Ce fourneau pouvait atteindre des températures extrêmement élevées, réduisant les restes humains en cendres. La planification méticuleuse de Holmes garantissait que ces crimes resteraient cachés, car les preuves étaient littéralement brûlées. Lorsque les autorités ont finalement fouillé le château du meurtre, après l'arrestation de Holmes, elles ont été choquées par ce qu'elles ont découvert. Les pièces cachées, les chambres à gaz, les glissières et le sous-sol rempli d'instruments de torture brossaient un tableau macabre des activités de Holmes. Il était clair que ce bâtiment avait été conçu dans un seul but, faciliter le meurtre à une échelle industrielle. Le rapport de police détaillait les découvertes horribles, notant la présence de restes humains et les différentes méthodes utilisées par Holmes pour tuer et se débarrasser de ses victimes. Ce prochain tueur en série était probablement obsédé par sa mère et tous ses crimes étaient liés à la création d'une image d'une personne qui ressemblait à sa défunte mère. Ed Gein, un homme discret originaire de Plainfield, dans le Wisconsin, cachait une réalité macabre derrière son apparence tranquille. Lorsque les autorités ont pénétré dans son domicile en 1957, elles ont découvert des organes humains conservés dans des bocaux et des masques fabriqués à partir de peau humaine. L'enquête sur les crimes horribles d'Ed Gein a débuté le 16 novembre 1957, lorsque Bernice Worden, propriétaire d'une quincaillerie locale à Plainfield, dans le Wisconsin, a disparu. Son fils, Frank Worden, shérif adjoint, s'est immédiatement alarmé lorsqu'il a trouvé le magasin en désordre. La caisse enregistreuse avait disparu et une traînée de sang menait à la porte arrière. Les soupçons de Frank se sont rapidement portés sur Ed Gein, un bricoleur solitaire connu pour son comportement étrange. Les autorités n'ont pas tardé à appréhender Ed Gein chez un voisin. La maison était dans un état de délabrement avancé, avec des saletés et des objets éparpillés partout. Dans la cuisine, ils ont trouvé le corps sans tête et éventré de Bernice Worden, suspendu au plafond comme un trophée de chasse grotesque. Sa tête a été découverte dans un sac en toile de jute et son cœur était suspendu dans un sac en plastique. En poursuivant leurs recherches dans la maison, les enquêteurs ont découvert une collection macabre de restes humains. Des organes conservés dans des bocaux, des crânes réutilisés comme bol à soupe et une ceinture fabriquée à partir de mamelons humains ne sont que quelques-uns des artefacts horribles trouvés. Parmi les découvertes les plus choquantes figuraient des masques fabriqués à partir de peau humaine que Gein portait chez lui et un costume entièrement fait de peau humaine qu'il aurait revêtu pour devenir sa mère. Lors de son interrogatoire, Ed Gein a avoué les meurtres de Bernice Worden et de Mary Hogan, une propriétaire de taverne qui avait disparu en décembre 1954. Il a admis avoir abattu les deux femmes, qui ressemblaient étrangement à sa défunte mère. Mais les horreurs ne s'arrêtent pas là. Gein a également avoué avoir exhumé de nombreux cadavres dans les cimetières locaux, utilisant leurs parties corporelles pour créer sa collection grotesque d'objets. Il sélectionnait soigneusement les cadavres qui ressemblaient à sa mère et les ramenait dans sa ferme, où il les disséquait et les mutilait. En mars 1958, la ferme de Gein a mystérieusement brûlé, alors que des rumeurs circulaient selon lesquelles elle pourrait être transformée en musée. Le tueur en série suivant était autrefois surnommé « l'homme qui mesure », un nom qu'il s'était donné lui-même alors qu'il commettait ses crimes odieux. Albert de Salvo. Albert de Salvo, tristement célèbre sous le nom de Boston Strangler, l'étrangleur de Boston, est lié aux meurtres brutaux de 13 femmes dans la région de Boston entre 1962 et 1964. De Salvo, qui se faisait initialement passer pour un dénicheur de mannequins, appelé Measuring Man, l'homme qui mesure, pénétrait dans les maisons des femmes sous prétexte de les recruter pour une agence de mannequins. Ses activités criminelles s'intensifièrent, culminant avec le meurtre par strangulation de plusieurs femmes,
pour la plupart âgés et vivant seuls. Après avoir été identifié lors d'une séance d'identification, De Salvo avoua une série de crimes, dont les meurtres du Boston Strangler. Pendant sa détention à l'hôpital d'État de Bridgewater, il fournit à son avocat, F. Lee Bailey, des récits détaillés des meurtres. Malgré ses aveux, des doutes subsistaient quant à sa culpabilité. En 2013, l'analyse médico-légale a confirmé que l'ADN de De Salvo correspondait à celui trouvé sur la dernière victime connue, Mary Sullivan, le liant ainsi à son meurtre. La procureure générale du Massachusetts, Martha Cokley, a déclaré que les preuves ADN ne laissaient aucun doute sur la responsabilité de Salvo dans la mort de Sullivan et son rôle probable en tant qu'étrangleur de Boston. Cependant, des questions subsistent quant à savoir s'il a agi seul ou s'il avait des complices. Salvo a été assassiné en prison en 1973 avant de pouvoir fournir de plus amples informations. C'est la mort brutale d'une danseuse de ballet qui a conduit la police à obtenir un mandat de perquisition pour le prochain tueur en série sur la liste. Rodney Alcala. L'enquête sur le meurtre de Robin Samsoe a débuté le 20 juin 1979 lorsqu'elle a disparu alors qu'elle se rendait à vélo à un cours de ballet à Huntington Beach, en Californie. Son corps a été retrouvé 12 jours plus tard dans les montagnes de Sierra Madre. La nature brutale de sa mort a conduit les enquêteurs à Rodney Alcala, un homme ayant des antécédents de crimes violents. Une perquisition au domicile d'Alcala et dans son garde-meuble à Seattle a permis de découvrir plus d'une centaine de photographies de femmes et d'enfants, dont beaucoup dans des poses suggestives. Ces images méticuleusement composées montraient des sujets dans divers états de déshabillage, leurs expressions allant de la peur à la confusion. Certaines avaient été prises en extérieur, d'autres dans ce qui semblait être l'appartement d'Alcala. En mars 2010, la police de Huntington Beach a rendu ces photos publiques dans l'espoir d'identifier les personnes et de découvrir d'autres victimes. Malgré une large couverture médiatique, beaucoup restent non identifiés, rappelant de manière obsédante l'ampleur potentielle des crimes d'Alcala. Le tueur en série suivant a brutalement assassiné 10 personnes, et dans leur quête de preuves menant à leur mort, les enquêteurs ont fait une découverte importante dans son domicile. Dennis Rader. De récentes découvertes faites dans l'ancienne propriété de Dennis Rader ont ravivé l'intérêt pour le célèbre tueur BTK. Rader, qui a terrorisé le Kansas de 1974 à 1991, a brutalement assassiné 10 personnes. La dernière perquisition effectuée dans sa propriété de Park City, au Kansas, est liée à la disparition en 1976 de Cynthia Cindy Donkini, une pom-pom girl de 16 ans. Rader était depuis longtemps suspect dans cette affaire, et les enquêteurs espéraient en trouver des preuves qui permettraient de résoudre cette affaire classée. Au cours de la perquisition, une découverte importante a été faite. Un collant utilisé comme ligature, un outil que Rader utilisait pour ligoter ses victimes. Cette découverte effrayante, ainsi que d'autres objets enfouis sous une dalle de béton, suggèrent que Rader aurait caché des trophées de ses crimes. Les preuves ont été remises au bureau d'enquête du Kansas pour une analyse plus approfondie. L'arrestation de Rader en 2005 est en grande partie due aux lettres qu'il a envoyées aux médias, narguant les autorités avec des messages cryptiques qui ont finalement conduit à son arrestation. Il a avoué 10 meurtres et purge actuellement 10 peines de prison à perpétuité consécutive. Les récentes découvertes pourraient faire la lumière sur d'autres affaires non résolues liées à son héritage brutal. Avez-vous déjà entendu parler du fils de Sam? C'était un tueur en série qui a semé la terreur et la mort sur son passage. David Berkowitz. Le 10 août 1977, l'arrestation de David Berkowitz marqua la fin d'une année de terreur qui avait paralysé la ville de New York. Surnommé le fils de Sam, Berkowitz avait semé la peur et la mort sur son passage. Mais le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Lorsque les enquêteurs pénétrèrent dans son modeste appartement, ils n'étaient pas préparés aux découvertes effrayantes qui les attendaient. La première chose qui frappa les enquêteurs fut le désordre total qui régnait dans l'appartement. Des papiers étaient éparpillés partout et les murs étaient couverts de gribouillis et de symboles étranges. Au milieu de ce chaos, ils trouvèrent une série de journaux intimes qui leur donnèrent un aperçu terrifiant de la psyché tordue de Berkowitz. Les journaux intimes de Berkowitz étaient méticuleusement détaillés, relatant chacune de ses attaques avec une précision effrayante. Il y décrivait le frisson qu'il ressentait en traquant ses victimes, la montée d'adrénaline lorsqu'il appuyait sur la gâchette et la satisfaction de voir la vie quitter leurs yeux. Ces notes étaient remplies de détails graphiques qui ont horrifié les enquêteurs et le public. L'une d'elles disait « Je suis le fils de Sam. Je suis un monstre. Je suis le géant potelé. J'adore chasser. Je rôde dans les rues à la recherche d'une proie facile, d'une viande savoureuse. Les femmes du Queens sont les plus jolies de toutes. » Les enquêteurs ont également trouvé une collection de lettres
que Berkowitz avait écrites à la police et aux médias. Ces messages provocateurs étaient remplis de symboles cryptiques et de références à des rituels sataniques. Dans une lettre, il écrivait « Je suis profondément blessé que vous me traitiez de misogyne. Je ne le suis pas, mais je suis un monstre. Je suis le fils de Sam. Je suis un petit morveux. Quand papa Sam est ivre, il devient méchant. Il bat sa famille. Parfois, il m'attache à l'arrière de la maison. D'autres fois, il m'enferme dans le garage. Sam adore boire du sang. » La découverte la plus choquante fut peut-être la collection d'objets occultes trouvés dans la maison de Berkowitz. Les enquêteurs ont trouvé des bougies, des pentagrammes et d'autres symboles associés aux rituels sataniques. Parmi les objets trouvés dans l'appartement figurait une carte de New York sur laquelle étaient indiqués divers endroits. Les découvertes faites dans la maison de David Berkowitz ont révélé la profondeur de sa dépravation et les motivations tordues derrière ses crimes. Jetons un coup d'œil à ce tueur en série qui a transformé sa modeste maison de Steel Ranch en un lieu où il pouvait mener ses activités monstrueuses. Joel Rifkin. Lorsque les enquêteurs ont fait irruption au domicile de Joel Rifkin, situé au 1492 Garden Street à East Meadow, dans l'État de New York, ils n'étaient pas préparés aux horreurs qui les attendaient. La modeste maison de Steel Ranch, que Rifkin partageait avec sa mère et sa sœur, semblait banale de l'extérieur. Cependant, les découvertes faites à l'intérieur allaient révéler l'ampleur réelle des activités monstrueuses de Rifkin. La première découverte choquante a été faite dans le garage, un espace qui avait été transformé en un atroce atelier de la mort. Parmi le désordre des objets du quotidien, la police a trouvé une tronçonneuse tachée de sang. Cet outil que Rifkin utilisait pour démembrer ses victimes était un témoignage effrayant de la brutalité de ses crimes. En poursuivant leurs recherches, les enquêteurs ont découvert d'autres preuves troublantes dans le sous-sol. Ils y ont trouvé plusieurs grands conteneurs en plastique, chacun rempli de restes humains. Ces conteneurs renfermaient les corps démembrés des victimes de Rifkin, dont certaines étaient portées disparues depuis des années. Cachés sous son lit, les policiers ont trouvé une collection d'objets personnels appartenant à ses victimes. Ces trophées macabres comprenaient des bijoux, des vêtements et même des photographies. Rifkin avait conservé ces objets en souvenir de ses actes odieux, un rappel effrayant des vies qu'il avait prises. En plus des preuves matérielles, les enquêteurs ont également trouvé un journal détaillé dans la maison de Rifkin. Ce journal contenait des notes méticuleuses sur ses meurtres, y compris les noms de ses victimes, les dates de leur mort et les méthodes qu'il avait utilisées pour les tuer. Le journal offrait un aperçu terrifiant de la psyché de Rifkin, révélant un homme qui prenait soin de documenter méticuleusement ses atrocités. Chaque entrée était un témoignage effrayant de son approche méthodique du meurtre, un rappel brutal du mal qui peut se cacher derrière une façade apparemment ordinaire. Le prochain tueur en série comprend certainement la nécessité d'une bonne planification, car il semble avoir planifié ses meurtres des années avant de passer à l'acte. Israel Keyes. Israel Keyes, un tueur en série américain notoire, a été arrêté en 2012 à la suite d'une enquête minutieuse qui l'a relié à la disparition et au meurtre de Samantha Koenig, une barista de 18 ans, originaire d'Anchorage, en Alaska. Cependant, c'est la perquisition du domicile de Keyes après son arrestation qui a révélé une découverte choquante et effrayante. Les autorités ont trouvé une cache de preuves soigneusement organisée, comprenant ce que Keyes appelait ses kits de meurtre ou caches de meurtre. Ces kits étaient cachés à divers endroits aux États-Unis, souvent enterrés dans des zones reculées. Dans son domicile, la police a découvert des cartes, des carnets et de nombreux documents de recherche indiquant que Keyes avait méthodiquement planifié chacun de ses crimes des années à l'avance. Le plus troublant était peut-être la découverte de photographies et d'objets personnels appartenant à ses victimes que Keyes avait conservés comme trophées. Le domicile de Keyes contenait également de nombreuses armes à feu, des moyens de contention et d'autres outils de son métier meurtrier, soulignant encore davantage le niveau de contrôle qu'il exerçait sur ses victimes et son environnement. La découverte de ces objets a brossé le portrait sinistre d'un homme qui menait une double vie. En apparence, un père et un homme d'affaires dévoués, mais en réalité, un prédateur impitoyable qui chassait les êtres humains pour le plaisir. Avec les échecs, les gens créent de beaux problèmes, mais le prochain tueur en série a choisi d'être le tueur de l'échiquier. Alexander Pichushkin. Lorsque les autorités ont finalement appréhendé Alexander Pichushkin, le célèbre tueur en série russe connu sous le nom de « tueur à l'échiquier », et ont fouillé son appartement, elles ont découvert une scène effrayante et troublante qui soulignait la gravité de ses crimes. La découverte la plus alarmante était un échiquier dont de nombreuses cases étaient marquées. Pichushkin aurait eu l'intention de remplir chaque case d'un meurtre, visant finalement 64 victimes, une pour chaque case. En plus de l'échiquier, la police a trouvé divers objets liés à ces meurtres. Il y avait plusieurs cahiers remplis d'écrits et de dessins morbides, détaillant ses pensées sur le meurtre et la satisfaction qu'il en tirait. La police a également découvert divers outils et armes, notamment des marteaux et des cordes,
qui auraient été utilisés dans ces meurtres. Une autre découverte troublante était une collection de cassettes vidéo. Certaines de ces cassettes contenaient des images de Pichushkin conduisant ses victimes sur les lieux du crime, enregistrant leurs derniers instants avant leur mort brutale. L'enquête a également permis de découvrir des objets personnels appartenant à certaines de ses victimes. Ces objets étaient conservés pour lui rappeler ses conquêtes et les vies qu'il avait prises. Les médicaments sont destinés à guérir et à soulager la douleur, mais le tueur en série suivant les utilisait pour infliger de la douleur. Harold Shipman. Le 7 septembre 1998, la paisible ville de Mottram était sur le point d'être bouleversée. Les policiers, soupçonnant Harold Shipman, ont procédé à une perquisition approfondie de son domicile, situé au 15 Rowcross Green. Parmi les nombreux objets saisis lors de la perquisition, les agents ont découvert un sac en plastique apparemment anodin. Ce sac contenait une importante quantité de morphine et de diamorphine, des opioïdes puissants que Shipman n'avait pas le droit de posséder légalement. À l'intérieur du sac, la police a trouvé 54 comprimés de morphine sur un lot de 60, conservés dans une boîte de sirop portant une étiquette de prescription. En outre, il y avait 39 comprimés de 30 mg et 4 ampoules de diamorphine. Ces médicaments avaient tous été prescrits par la pharmacie coop voisine du cabinet médical de Shipman, situé dans Market Street. La découverte de ces médicaments n'était pas seulement une question de possession illégale. Il s'agissait d'un élément de preuve crucial qui reliait Shipman à la mort de ses patients. La morphine et la diamorphine sont des analgésiques puissants, souvent utilisés dans les soins palliatifs. Cependant, entre de mauvaises mains, ils peuvent être mortels. Mais l'aspect le plus choquant de cette découverte était la prise de conscience que Shipman avait rédigé de nombreuses ordonnances pour des patients déjà décédés. L'un de ces patients était Harold Freeman, décédé le 20 février 1993. 2 jours plus tard, une ampoule de 30 mg de diamorphine a été délivrée à son nom. Shipman avait rendu visite à M. Freeman la veille de son décès, mais il n'y avait aucune mention de diamorphine dans les dossiers médicaux de son traitement. Shipman avait abusé de sa position de confiance pour commettre ces crimes odieux, et la découverte des médicaments a été un élément de preuve essentiel qui a finalement conduit à sa condamnation. Le tueur suivant utilise des objets de son domicile pour fabriquer son matériel meurtrier. Albert Fish. La maison d'Albert Fish était une véritable maison des horreurs, un lieu où l'inimaginable devenait réalité. La première découverte, et peut-être la plus troublante, fut une collection de lettres et de notes que Fish avait méticuleusement écrites et conservées. Chaque lettre était une fenêtre sur l'esprit tordu de Fish, remplie de descriptions graphiques de torture, de cannibalisme et d'actes sadomasochistes. Une lettre en particulier se démarquait. Elle était adressée à la mère de Grace Budd, une fillette de 10 ans qui avait disparu en 1928. Dans cette lettre, Fish décrivait avec des détails atroces comment il avait attiré Grace, l'avait assassinée, puis avait consommé certaines parties de sa chair. Alors que les enquêteurs poursuivaient leurs recherches, ils tombèrent sur une collection d'instruments de torture artisanaux. Il y avait des fouets fabriqués à partir de ceintures, d'aiguilles et de clous, qu'il utilisait pour infliger des souffrances à ses victimes et à lui-même. Dans un petit compartiment caché, les enquêteurs trouvèrent des restes humains. Des os et des fragments de chair étaient soigneusement conservés, dont certains furent plus tard identifiés comme appartenant à plusieurs victimes de Fish. L'une des découvertes les plus étranges fut la collection de blessures auto-infligées de Fish. Lors d'un examen médical, il fut révélé que Fish s'était enfoncé des aiguilles dans l'aine et l'abdomen. Les radiographies montrèrent plus de 20 aiguilles enfoncées dans son corps. L'enquête a également révélé les antécédents importants de maladies mentales de Fish. Il avait été diagnostiqué avec plusieurs troubles psychiatriques, notamment la schizophrénie et le sadomasochisme. Il était clair que la dépravation de Fish était profondément enracinée dans son psychisme, une partie sombre et tordue de son être qu'aucun traitement ne pouvait atteindre. Ce qui a été découvert dans la maison du prochain tueur révèle qu'il est probablement un carnivore. Gary Ridgway. 4 décennies après avoir semé la terreur dans la région de Seattle, les derniers restes humains liés au tueur de Green River ont été identifiés, mettant ainsi fin à une longue enquête visant à identifier chacune des 49 femmes et jeunes filles qu'il a assassinées. Les restes, connus sous le nom de Bones 20, appartiennent à Tammy Lyles, une adolescente d'Everett, identifiée comme victime en 1988, a confirmé lundi le bureau du shérif du comté de King. Lyles avait 16 ans lorsqu'elle a disparu du centre-ville de Seattle en juin 1983. Plusieurs de ses os et certaines de ses dents ont été retrouvées dans le sud du comté de King en 2003, après que le tueur en série Gary Ridgway ait conduit les enquêteurs sur les lieux. Les autorités ont également retrouvé des restes partiels en 1985 à Tigard, dans l'Oregon, et les ont identifiés comme étant ceux de Lyle grâce à ses dossiers dentaires. Ridgway a été condamné pour le meurtre de 49 femmes et adolescentes, dont Lyles,
entre le début des années 90 et la fin des années 99. Il a plaidé coupable pour le meurtre de 48 d'entre elles en 2003 dans le cadre d'un accord qui lui a évité la peine de mort. Il a plaidé coupable en 2011 pour son 49e meurtre, celui d'une femme qu'il avait tuée près de 30 ans auparavant. Ridgway, 74 ans, purge une peine de prison à perpétuité à la prison d'État de Washington à Walla Walla. Ridgway a peut-être infesté la chair de ses victimes, mais le tueur suivant était un véritable boucher de chair humaine. Andrei Chikatilo. L'enquête sur Andrei Chikatilo, également connu sous le nom de boucher de Rostov, a révélé plusieurs détails choquants et troublants. Chikatilo a avoué le meurtre de 56 personnes, mais il a finalement été condamné pour 52 d'entre eux. Ses victimes étaient souvent choisies parmi les marginaux de la société, allant des jeunes fugueurs, orphelins, prostituées, alcooliques, aux handicapés mentaux. Dans les gares, les arrêts de bus et les trains de banlieue Elektrichka de la région, il les attirait avec des offres de nourriture et de boissons, puis les emmenait dans des parcs et des forêts. L'enquête policière a été baptisée Opération Lesopolosa, chemin forestier, où il les violait et mutilait leur corps. Chikatilo leur arrachait également les yeux, poussé par une vieille superstition selon laquelle l'image d'un meurtrier restait gravée sur la rétine de ses victimes. En 1982, 7 décès ont été enregistrés. En 1984, 13. Rapidement, les corps s'accumulaient plus vite que la police ne pouvait les identifier et les dossiers s'empilaient. Aucun mandat de perquisition n'a été délivré spécifiquement pour le domicile d'Andrei Chikatilo lors des premières enquêtes sur les meurtres pour lesquels il a finalement été condamné. Chikatilo a été arrêté à plusieurs reprises avant son arrestation définitive en 1990. Mais la police soviétique n'avait pas suffisamment de preuves pour obtenir un mandat de perquisition pour son domicile avant ses aveux. À l'époque, le système pénal soviétique ne fonctionnait pas selon les mêmes normes procédurales que les systèmes juridiques occidentaux en matière de mandat de perquisition. La plupart des preuves contre Chikatilo ont été recueillies lors d'interrogatoires et d'analyses médico-légales après son arrestation définitive. Le tueur en série suivant ne semblait pas éprouver de remords, estimant que ses crimes étaient effrayants et satisfaisants. Edmund Kemper. Edmund Kemper, surnommé le « tueur des étudiantes », a semé la terreur en Californie au début des années 70. Ces actes horribles ont pris fin en avril 1973, mais les découvertes macabres faites dans sa maison hantent encore aujourd'hui ceux qui ont enquêté sur cette affaire. Le 7 janvier 1973, Kemper a enlevé Cindy Schall, 18 ans, l'a abattue et a transporté son corps chez sa mère. Là, il l'a démembré et a enterré sa tête dans le jardin, à un endroit visible depuis la chambre de sa mère. Malgré la proximité de ses voisins et de sa mère, personne n'a remarqué quoi que ce soit de suspect. Kemper lui-même a admis plus tard, dans une interview accordée en 1984, qu'il devenait de plus en plus habile à éviter d'être repéré, se vantant de son invisibilité. Il a raconté avoir transporté une tête coupée dans un sac d'appareil photo, en croisant un couple souriant, soulignant le contraste effrayant entre sa réalité et la vie normale. Quelques jours plus tard, les restes démembrés de Schall ont été retrouvés le long de la côte. La série de meurtres de Kemper s'est poursuivie, faisant d'autres victimes, dont sa mère et son ami, avant qu'ils ne se rendent le 24 avril 1973. Les détails horribles de ces crimes restent inoubliables. Les victimes du tueur en série suivant étaient spécifiquement des hommes. Robert Berdella. L'enquête sur Robert Berdella a débuté le 2 avril 1988, lorsque Christopher Bryson s'est échappé de sa captivité. Bryson, qui avait été torturé pendant plusieurs jours, s'est enfui chez un voisin, nu avec un collier de chien autour du cou. Son témoignage a conduit la police au domicile de Berdella, situé au 4315 Charlotte Street, où elle a découvert une scène horrible. La police a trouvé des registres documentant les crimes de Berdella, comprenant les dates, les heures et des descriptions explicites des tortures. Les enquêteurs ont également découvert des restes humains, notamment des crânes et des os, enterrés dans le jardin. En plus des preuves matérielles, des photographies Polaroid montraient l'étendue des tortures infligées par Berdella. Ces victimes étaient de jeunes hommes, attirés par des promesses de travail ou d'hébergement, puis drogués et torturés. Les objets personnels des victimes, conservés comme souvenirs, illustraient encore davantage l'obsession de Berdella. Le procès de Berdella a captivé la nation. Il a plaidé coupable de multiples meurtres, échappant à la peine de mort, mais recevant une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La famille est censée être un espace d'amour, mais ses prochains tueurs en série ont transformé leur maison en zone de massacre, en commençant par leur fille. Fred et Rosemary West. En 1994, la police a été conduite au 25 Cromwell Street à Gloucester, alors qu'elle enquêtait sur la disparition de Heather West, la fille de 16 ans de Fred et Rosemary West, disparue depuis 1987.
Les versions contradictoires de ses parents concernant sa disparition ont fini par attirer l'attention des forces de l'ordre. Heather, né le 17 octobre 1970, était le premier enfant de Fred et Rosemary. Elle se disputait souvent avec son père, et on pense que sa menace de révéler les abus qu'il lui faisait subir a conduit à son tragique destin. Le 24 février 1994, la police a commencé à creuser dans le jardin de la maison et a découvert les restes de Heather sous le patio. Des fouilles plus approfondies ont révélé 8 autres corps à différents stades de décomposition, certains démembrés et enterrés dans des tombes peu profondes. L'enquête s'est étendue à la cave, où des preuves des crimes sadiques des West, notamment des instruments de torture et des cassettes vidéo, ont été trouvées. La maison était insonorisée afin d'étouffer les cris des victimes. Fred et Rosemary ont été arrêtés pour meurtres multiples. Fred s'est suicidé en prison, tandis que Rosemary a été reconnue coupable de 10 meurtres et condamnée à la prison à vie. Le suivant sur la liste a trouvé un moyen parfait pour ôter la vie à ses victimes, et il l'a fait sans effort lors de relations sexuelles. Herb Baumeister. L'enquête sur Herb Baumeister a débuté en 1994, lorsqu'un homme nommé Tony Harris a raconté une histoire effrayante. Harris, qui fréquentait les bars gays de la région, a déclaré avoir été attiré chez Baumeister par un homme utilisant le pseudonyme Brian Smart. Harris a décrit comment Brian Smart avait tenté de l'étrangler lors d'une relation sexuelle, mais qu'il avait réussi à s'échapper. Malgré le témoignage de Harris, la police ne disposait pas au départ de preuves suffisantes pour obtenir un mandat de perquisition. Ce n'est qu'en 1996, lorsque la femme de Baumeister, Julie, a demandé le divorce et autorisé la police à fouiller la propriété, que l'étendue de ces crimes a été révélée. Le 24 juin 1996, la police a procédé à une perquisition à la ferme Fox Hollow. Des milliers de restes humains, principalement des fragments de squelettes broyés et brûlés, étaient éparpillés sur la propriété. Le nombre impressionnant de restes, estimé à environ 10 000, indiquait que Baumeister agissait depuis des années, laissant derrière lui une traînée de destruction. La découverte initiale de restes humains sur la propriété de Baumeister a provoqué une onde de choc dans la communauté et dans tout le pays. Des experts médico-légaux ont été appelés pour examiner les restes et identifier les victimes. L'état des restes suggérait que Baumeister avait tout mis en œuvre pour dissimuler ses crimes, brûlant et broyant les os, afin de rendre leur identification difficile. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, de plus en plus de détails sur la double vie de Baumeister ont été révélés. Il utilisait le pseudonyme Brian Smart pour fréquenter les bars gays du centre de l'Indiana, attirant ses victimes avec des promesses de divertissement et de compagnie. Une fois chez lui, Baumeister étranglait ses victimes pendant leurs rapports sexuels, puis se débarrassait de leurs restes sur sa propriété. La découverte de 10 000 fragments de restes humains témoigne de l'ampleur de ces atrocités. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur l'une des cartes à l'écran pour en voir d'autres.